All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Première question du Calling All Devs pour Ross Hopwood. Étant donné que c'est difficile de trouver un terrain vraiment plat pour atterrir, est-ce qu'on va avoir un moyen de grimper sur la rampe de nos vaisseaux? Leur système d'animation qu'on a vu la semaine dernière est justement conçu pour permettre de réaliser des animations sans avoir des tailles d'obstacles fixes. Donc quand ce système sera prêt, grimper sur les rampes des vaisseaux deviendra possible. Deuxième question pour David Coulson. En vol, pourquoi le vaisseau est expulsé de son mode de vitesse de croisière quand le contrôle de la direction est passé en mode découplé? C'est simple, c'est un bug, et il sera corrigé en même temps que le bug qui fait qu'on est expulsé du mode croisière quand on bouge un tout petit peu le joystick, pour ceux qui en ont un. Troisième question pour Andrew Nicholson, quel changement peut-on prévoir sur le vol atmosphérique dans la 3.3? Il n'a pas vraiment répondu à la question parce qu'il se reconnaît lui-même comme pas très à l'aise dans ce genre d'exercice, et c'est Disco Lando qui a confirmé qu'il n'y aurait pas trop de changements, mais qu'on en saura bientôt plus. Dernière question pour Kirk Tom, qu'est-ce qui est prévu pour suivre des vaisseaux en saut quantique? Rien n'a été vraiment décidé, mais il y a pas mal d'idées qui circulent, aucune n'étant arrêtée. Le scanner d'un vaisseau pourrait permettre de scanner les traces laissées par un vaisseau lors d'un saut quantique. Et à partir de là, on pourrait peut-être déterminer plein d'infos comme la direction, la distance, le propriétaire, le pilote, le type du vaisseau, à combien de temps remonte le saut et peut-être encore d'autres. Rien de sûr non plus, mais ils ont évoqué l'idée que ces traces pourraient être plus ou moins dissimulées de façon automatique par le générateur de saut quantique du vaisseau. Ils ont aussi évoqué l'idée que ça puisse être fait de façon manuelle en calibrant le moteur de saut avant chaque saut. La seule chose dont ils ont eu l'air à peu près sûrs, c'est que la notion de grade et de taille du générateur de saut et du scanner rentreront en compte au moment de la détection. Il faudra que votre générateur soit meilleur que le scanner de l'autre si vous voulez vraiment augmenter vos chances de ne pas être retrouvé. La vidéo de mardi présentait le système Bacchus. Il n'a pas vraiment été découvert, mais plutôt révélé par les Banu lorsque l'humanité les a rencontrés pour la première fois en 2438. Les historiens pensent que Bacchus 2 est la planète d'origine des Banu, mais on ne le saura probablement jamais car les Banu ne se sont jamais préoccupés de mettre par écrit leur histoire, peu importe le sujet. Vous rajoutez à ça le fait que les Banu ont une espérance de vie plus courte que les humains et qu'ils ont tendance à renégocier tous les accords passés avec une organisation dès que la personne à sa tête change, et vous obtenez une histoire qui bouge vite et qui se perd très vite. En fait, en pratique, les meilleurs spécialistes de l'histoire Banu sont souvent humains ou Shi'an. Sur le système en lui-même, il est l'un des rares connus à être composé de 2 étoiles. Bacchus 1 est une super Terre, mais elle est très proche de ces 2 étoiles et elle a une atmosphère similaire à Vénus, donc elle est évidemment pas terraformable. Ensuite, on sait pas grand chose de Bacchus 2. Les planètes du protectorat Banu sont indépendantes les unes des autres, mais quand une question concerne l'intégralité de l'espèce, c'est sur Bacchus 2 que les dirigeants des différentes planètes se rassemblent, ce qui donne un peu plus de poids à la théorie voulant que c'est leur monde d'origine. Enfin, on sait rien de Bacchus 3, hormis que c'est une géante gazeuse et qu'une flotte de vaisseaux sert de carrefour commercial dans le système. Mercredi, CIG a publié 20 réponses aux questions des backers concernant le Apollo de RSI, et on a appris plein de choses. Le gameplay lié aux soins n'est pas encore totalement défini, mais comme d'habitude, ils ne veulent pas que ce genre de gameplay soit un processus automatique, donc malgré les installations médicales, il faudra quand même se salir les mains. Pour l'instant, leur idée est que le joueur blessé soit immobile et incapable d'agir pendant la période de transport et de soins, et qu'il soit quand même capable de voir où en est l'avancement de sa guérison. Rien d'arrêté bien sûr, ils verront jusqu'où ils peuvent pousser le réalisme sans que ça soit au détriment du fun. Pour ce qui est de la réapparition dans le vaisseau, ça sera possible pour les joueurs appartenant au même groupe que l'équipage. Pour les joueurs ne faisant pas partie du même groupe ou pour les PNJ, il faudra que l'équipage de l'Apollo repère leurs balises de détresse et vienne les récupérer. Du coup, on peut se demander jusqu'où cette idée va être poussée et est-ce qu'il faudra forcément être récupéré pour réapparaître. C'est totalement de la spéculation de ma part, mais à mon avis, en cas de mort entre guillemets, on aura le choix d'attendre quelques minutes d'être récupéré ou se laisser mourir. Attendre d'être récupéré pourra nous demander un peu plus de patience, le temps d'être pris en charge et remis sur pied, ça nous permettrait de réapparaître dans la même zone et ça aurait des conséquences pas trop graves à long terme. A l'inverse, se laisser mourir pourrait nous permettre de réapparaître instantanément, mais dans un hôpital beaucoup plus loin et avec des conséquences plus graves sur la santé. Fin de la parenthèse spéculation. Ce qui est sûr en revanche, c'est que si vous réapparaissez trop souvent, trop vite dans le même Apollo, le temps de réapparition commencera à être un peu plus long à chaque fois. Les joueurs ne seront pas attachés à leur lit, donc à moins de les surveiller, ils pourront partir et faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas non plus prévu de solution pour obliger les joueurs soignés à partir, donc ça sera aux joueurs de se discipliner et de se débrouiller. Le Terrapin et le Cutlass Raid peuvent aussi servir pour des missions de sauvetage, mais leurs scanners seront de taille moyenne, là où le Apollo aura un scanner beaucoup plus large. Ce qui est tout de même bizarre puisque le Terrapin est un vaisseau d'exploration qui est aussi censé avoir un scanner à longue portée. Les frais médicaux seront automatiquement versés pour éviter que des joueurs remis sur pied partent sans payer. Les vaisseaux capitaux auront en général une infirmerie plus ou moins grande, mais toujours équipée avec du matériel médical de niveau maximum. En revanche, à l'exception du Endeavour, ces infirmeries n'auront pas de quoi soigner tout un équipage en même temps.
La salle de soins du Apollo ne sera pas retirable, donc le stockage des marchandises sera limité à la soute. C'est d'ailleurs là que seront entreposées les fournitures médicales qui seront utilisées petit à petit au cours des soins. Ils vont équilibrer leur consommation pour qu'on puisse quand même emporter des marchandises classiques et tout de même avoir assez de fournitures pour des expéditions longue durée. L'Apollo aura bien que 2 membres d'équipage et pour ceux qui se demandent si ça va pas être trop juste, les développeurs estiment que le pilote ne sera pas cantonné à ce rôle et qu'il pourra régulièrement sortir de son siège pour aider du côté de l'infirmerie. Le temps et la difficulté pour tuer un joueur seront réajustés quand ils implémenteront le gameplay lié aux soins, de sorte à ce qu'on ne soit pas des sacs à PV, mais qu'on soit pas non plus obligé de se payer trop de temps en soins intensifs trop régulièrement. A long terme, il prévoit que les patients dans leur lit soient soumis aux forces G, donc ça sera au pilote de ne pas trop piloter n'importe comment s'il veut pas aggraver la situation des patients à bord. Enfin, il ne prévoit pas qu'on puisse utiliser les lits des patients de l'Apollo pour se déconnecter, et il ne prévoit pas non plus d'autres variantes pour ce vaisseau. Pareil pour le trafic d'organes, c'est pas prévu, donc ça sera pas possible avec ce vaisseau. Jeudi, l'émission Around the Verse a commencé avec un petit hommage à la communauté, et notamment à Hugo Lisoire pour sa passerelle de 8 éclipses qu'il a franchi avec un cyclone. Le système de groupe continue d'être amélioré avec l'élaboration d'un panel entier pour la gestion du groupe. On pourra accéder à ses contacts, gérer ses groupes, gérer les permissions de chacun sur telle ou telle entité, gérer les canaux de communication et surtout discuter par écrit ou activer la VoIP ou la FOIP. Enfin, les notifications seront maintenant intégrées à l'affichage tête haute du casque, ce qui sera beaucoup moins intrusif. Les premières interfaces pour la location d'équipements pour l'Arena Commander et Star Marine commencent à prendre forme et j'espère comme vous que le prix est juste là pour l'exemple. En même temps, un Gladiator de Aegis avec cette tête là, c'est certainement que pour l'exemple. Concernant les tourelles, ils ont constaté que l'aide à la visée était pas encore au point et ça se voit avec l'indicateur de tir qui tremble encore beaucoup trop. Aussi, ils vont tester autre chose sur les tourelles et leur donner moins d'inertie lorsqu'elles tournent. Sur les environnements, on a pu voir un premier aperçu du gigantisme des bâtiments de Hearthstone, un nouvel aperçu du vent sur la végétation de cette planète et surtout une démonstration de végétation assez dense qu'on trouvera loin de la capitale de leur ville, ce qui a l'air de faire énormément plaisir à Chris Roberts. Enfin, côté vaisseau, on a pu voir quelques images de la refonte des vaisseaux de la série 300 qui seront plus longs et légèrement plus fins vers l'avant. Le Constellation Phoenix avance bien avec notamment la création de sa baignoire, et enfin on a pu voir quelques images du Hammerhead qui doit lui aussi arriver en 3.3 et qui en est au stade de la création de ses différents niveaux de dégâts internes. Vendredi, l'émission River the Verse était plutôt un stream classique, où Discolendo a appelé les joueurs à traquer et tuer Jeremy Ali pour avoir une récompense. C'était plutôt drôle, mais on n'a rien appris du tout et ça se voit sur la barre de dislike et dans les commentaires. Samedi, CIG n'a pas mis à jour la progression de la mise à jour 3.3 et du coup la dernière modification date du 27 juillet. Et comme c'est le silence radio de la part de CIG, ça commence à sérieusement inquiéter la communauté. Certains pensent qu'ils ont pas du tout avancé et qu'ils ont peur de le montrer. D'autres pensent que la présentation de la CitizenCon leur prend tellement de temps que ça impacte beaucoup l'avancement de la 3.3. D'autres encore pensent que c'est les vacances de certains employés, ce qui ralentit la progression. Et pour encore d'autres, CIG est en train de se rendre compte que l'Object Container Streaming sera peut-être pas prêt pour le 10 octobre, et ils sont en train de réfléchir à ce qu'ils vont mettre dans la 3.3 et comment ils vont pouvoir faire passer la pilule à la communauté. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Parce que je pars en vacances, la prochaine vidéo n'arrivera que le 2 septembre, donc je vous dis au mois prochain et d'ici là, portez-vous bien citoyens.